Je vais donc vous parler de Kant aujourd'hui et des différentes occurrences en fait de la notion, et pas simplement de la notion, mais de l'idée et peut-être aussi du symbole de l'espace, de l'espace comme symbole, comme paradigme dans la pensée kantienne. Parce que dans la pensée de Kant, la question de l'espace, on va le voir, prend différentes significations. Elle est engagée dans des problèmes qui, au premier abord, peuvent être jugés distincts, et ils le sont à certains égards. Mais l'analyse de ces différentes significations a ceci d'intéressant, de particulier, qu'elle peut nous permettre de ressaisir, je crois, l'organicité et peut-être aussi la systématicité de la pensée de Kant. L'espace, en effet, peut être envisagé chez cet auteur comme le prisme à travers lequel se définissent des problèmes centraux qui déterminent le sens de la philosophie kantienne. Mais de l'intérêt ici scolastique de l'étude des espaces de Kant, sans doute pourrons-nous retirer un deuxième avantage. Ce n'est pas seulement, en effet, que l'espace est, chez l'auteur de la critique de la raison pure, ce qui permet de saisir le sens du criticisme. L'espace est, chez Kant, ce qui permet d'envisager la philosophie comme exercice d'une pensée critique et, en tant que tel, comme exercice d'une pensée critique, comme un travail que précisément l'étude de l'espace peut symboliser. Nous nous proposerons donc deux objectifs principaux. Dans un premier temps, nous ferons l'inventaire des différentes occurrences de la question de l'espace chez Kant. Cette analyse va nous amener à reconnaître que l'espace n'est pas seulement engagé dans l'étude des limites, des conditions, des fondements de la connaissance, mais qu'il l'est tout autant dans des questions qui sont, par exemple, des questions de morale ou de politique encore. Dans un deuxième temps, nous essaierons de montrer que si ces différentes questions qui engagent la notion de l'espace sont diverses, elles amènent Kant à invariablement opérer des démarcations et à définir des limites. De sorte que, en traçant des lignes, en distinguant des régions, le travail du Krinein, le travail de la pensée critique, autrement dit de la pensée dans sa vocation à opérer avec discernement, eh bien que ce travail non seulement définit la vocation de la philosophie, mais peut nous autoriser à penser la critique sur le modèle d'une théorie qui est une théorie de l'espace. Alors on va commencer évidemment par revenir à la critique de la raison pure, car en effet, c'est dans la critique de la raison pure que vous étudierez cette année avec vos professeurs cette fameuse théorie qu'on appelle la théorie de l'esthétique transcendantale, dont parlait mon ami Bernard tout à l'heure, et qui est la théorie de l'idéalité, comme l'on dit encore, du temps et de l'espace. Alors, le projet de la critique de la raison pure, il faut quand même en dire deux mots pour comprendre ce que fait Kant. C'est le projet qui prend pour objectif d'examiner les limites de la connaissance humaine et pour ça, d'étudier dans un contexte philosophique particulier, qui est celui des errances dogmatiques de la métaphysique, pour parler comme Kant, les limites du pouvoir de la raison quand, précisément,
la raison pure, c'est-à-dire quand la raison est pure, ne doit rien en tant que telle à l'expérience. C'est donc dans le cadre de la démarche même qui amène Kant à dégager à quelles conditions la connaissance scientifique est possible que Kant va soulever la question de l'espace. On le comprend aisément si l'on se replace dans le contexte historique et scientifique qui est celui de la fin du XVIIIe siècle. Selon Kant, en effet, la connaissance est possible. Pour preuve, Kant en veut la théorie newtonienne de l'attraction universelle qui, selon lui, invalide une question et fonde la pertinence d'un problème. Alors, quelle est la question que Newton, selon Kant, invalide? C'est la question de la possibilité de la science. Il n'est plus l'heure de se demander si la science est possible. Et de fait, parce que la science existe et parce qu'il n'est plus l'heure de se demander si la science est possible, alors apparaît le problème qu'il faut assumer pour le. Et ce problème, c'est le problème qu'on peut formuler très simplement: à quelles conditions la connaissance scientifique, qui est un fait, est-elle possible? Autrement dit encore, que doivent être les facultés de l'esprit de sorte qu'elles rendent possible la science? Ou bien encore, comment fonctionne et comment s'harmonise le jeu des différentes facultés de l'esprit si la science existe, puisqu'elle existe? C'est en répondant à cette dernière question que Kant sera amené, nous allons le voir, à se pencher sur la question du temps et à se pencher sur la question de l'espace. Je vais d'abord vous parler du temps. Je vais vous parler du temps parce que, après avoir fréquenté la critique de la raison pure, en particulier l'esthétique transcendantale, j'en ai retiré le sentiment que pour mieux comprendre ce que veut dire Kant au sujet de l'espace, il faut en passer par ce qu'il nous dit du temps. Et je vous parlerai donc ici, comme je parle à mes élèves chaque année, pour leur faire comprendre ce qu'est l'espace, je commence par leur expliquer ce que c'est que le temps pour Kant. Mais pour penser ou pour comprendre ce que c'est que le temps pour Kant, encore une fois, il va falloir être patient, il va falloir, comment dire, remonter ou accepter de revenir au commencement du problème, il va falloir partir de l'idée de la connaissance. Et donc se poser la question, qu'est-ce que c'est la connaissance? Qu'est-ce que c'est connaître? Car il faut comprendre ce que c'est connaître pour Kant, pour comprendre pourquoi, pour Kant, le temps ne peut pas être l'objet d'une perception sensible et pourquoi il est forcément, nécessairement, logiquement, une représentation indépendante de l'expérience. Pour Kant, et pour le bon sens aussi, pourriez-vous me dire, pour Kant, connaître, c'est expliquer. Or, qu'est-ce que c'est qu'expliquer? Expliquer un phénomène, c'est expliquer un phénomène qu'on peut observer dans le cadre d'une perception sensible, dans le cadre d'une expérience perceptive. On ne peut donc connaître, évidemment, que ce qui se produit dans le temps et dans l'espace. On ne peut donc connaître que ce qui se produit dans le temps et dans l'espace. Mais connaître, si c'est expliqué, c'est très simplement identifier une relation de causalité entre deux faits, entre deux phénomènes, qui sont des phénomènes contigus. Or, qu'est-ce que c'est que cette relation de la causalité qui est engagée dans l'explication qui définit la connaissance? La relation de causalité, c'est la relation selon laquelle, quand un phénomène considéré comme cause est absent, alors celui qu'on imagine comme effet disparaît.
si on observe maintenant les relations de causalité qui existent entre les phénomènes de la nature, ces phénomènes de causalité sont à l'évidence des phénomènes de temporalité, on peut dire. Autrement dit, la relation de causalité est une relation à laquelle est suspendue une relation de temporalité. Si un phénomène A est la cause d'un phénomène B, alors A est antérieur à B. Et si je ne pouvais pas reconnaître ou percevoir dans le cours de l'expérience des rapports de succession entre les phénomènes, des rapports de temporalité, alors, pour prendre un exemple badin, je dirais que quand je fais cuire des pâtes dans ma casserole, je ne saurais, au sens strict pas, je serais incapable de savoir si c'est parce que les pâtes cuisent que l'eau bout, ou si c'est parce que l'eau bout que les pâtes cuisent. Or, il ne fait mystère pour personne, quand bien même on n'aurait jamais ouvert de livres de science, a fortiori la critique de la raison pure, que c'est parce que l'eau bout que les pâtes cuisent. Or, si je sais que c'est parce que l'eau bout que les pâtes cuisent, parce que je sais que l'ébullition de l'eau est antérieure à la cuisson des pâtes. Donc, toute l'esthétique transcendantale va consister, dans un premier temps, à répondre à cette question qui est la question suivante. À quelles conditions? Alors, maintenant, on peut dérouler la question, si vous voulez. On s'est posé initialement la question de savoir à quelles conditions la connaissance est possible. Cette question, maintenant, peut être déroulée. C'est la question de savoir à quelles conditions on peut expliquer un phénomène. Si expliquer un phénomène, c'est percevoir, dans le cadre de l'expérience, des rapports de succession chronologique. Eh bien, ici, malheureusement, le support de la table ne me le permet pas, mais quand j'ai un support en formica, je le fais. Vous voyez, si jamais je vous faisais entendre deux sons très nets et successifs, deux sons très nets simultanés, et si je vous disais, voilà, vous avez vécu deux expériences perceptives, est-ce que vous les reconnaissez? Ben, vous me diriez, oui, dans un premier temps, les deux sons se sont produits simultanément, dans un deuxième temps, ils se sont produits successivement. Or, que dit Kant dans l'esthétique transcendantale? Il dit la chose suivante, qui est très simple à entendre, peut-être moins à concevoir. Comment voudriez-vous qu'il soit possible, dans le cadre de l'expérience sensible, d'ordonner diachroniquement, chronologiquement, des phénomènes si nous ne possédions, indépendamment de l'expérience, aucune représentation du temps? Ce serait rigoureusement impossible. Car il faut bien que le temps soit déjà quelque chose de donné à l'esprit. Il faut bien que le temps soit quelque chose de donné à l'esprit, indépendamment de l'expérience, pour que l'expérience puisse être l'expérience de la perception de rapport de temporalité, et donc de rapport de causalité, et qu'elle puisse donc, comme le pense Kant, fonder la possibilité de la connaissance. Alors, cette thèse défendue par Kant, celle donc de l'existence du temps comme forme a priori, comme représentation totalement indépendante de l'expérience, qui est donc la thèse selon laquelle il n'existe pas de concept du temps, puisque on ne peut produire le concept, c'est-à-dire la connaissance, que de ce qui peut se livrer dans le cadre de l'expérience. Ici, vous avez compris qu'ici, on entend par concept, évidemment, un concept empirique. S'il n'était pas empirique, d'ailleurs, on ne parlerait pas chez Kant de concept. Il réserve une autre notion à cette idée de concept transcendantal, si on peut dire. Mais cette thèse de Kant, qui est à proprement parler bouleversante, elle l'est en quel sens? Elle bouleverse notre représentation réaliste du temps, le temps comme chose qui existe substantiellement. Elle bouleverse aussi notre représentation, qu'on peut dire ici objectiviste du temps,
le temps comme quelque chose d'objectum, c'est-à-dire qui existe devant, à l'extérieur de moi. Le temps, pour Kant, n'est ni objectif, ni réel, au sens où il existerait à l'extérieur de moi. Alors, on pourra considérer que ce détour par la question du temps a été un peu long. Je pense que non, et qu'il ne s'est pas agi ici d'une excursion. La question de l'espace, bien sûr, est liée à la question du temps. Il suffit de revenir à l'analyse du fait de la connaissance pour le comprendre. On ne peut connaître, avons-nous dit, que ce qu'on peut observer au moyen des sens, puisque c'est dans la seule expérience perceptive que l'on peut identifier les rapports de temporalité, de causalité dont nous avons parlé. Mais on ne peut jamais connaître que ce qui se déroule dans l'espace, puisque si tout advient dans le temps, tout a exactement lieu dans l'espace, trouve lieu dans l'espace. De même que nous percevons, au moyen de l'expérience, des rapports de succession, nous percevons aussi des rapports de localisation, des rapports de distance. Comme le souligne Kant dans l'esthétique transcendantale, qui est l'étude des conditions non empiriques de l'expérience ou de la sensibilité, c'est la signification littérale de l'expression, comme le souligne Kant, si j'entends quelqu'un m'apostropher, je suis bien capable de rapporter la perception auditive d'un son, d'une parole, à une cause extérieure. Or, si je peux rapporter cette perception auditive à une cause extérieure, c'est bien parce que je peux me représenter cette cause comme occupant un lieu de l'espace autre que celui que moi j'occupe. Par conséquent, la possibilité d'identifier une personne m'interpellant et de l'identifier comme cause productrice de cette interpellation repose sur l'existence d'une représentation de l'espace qui est analogue à la représentation du temps qui me permet, on l'a vu, d'identifier des rapports de succession. Si la distance et l'extériorité spatiale sont analogues à la succession et à la simultanéité temporelle, c'est que les unes et les autres ne peuvent être perçues dans l'expérience qu'à la condition de supposer que les représentations du temps et de l'espace existent en nous, indépendamment donc de cette expérience. L'espace est donc, comme le temps, non pas le nom d'une réalité objective existant hors de nous, mais plutôt le nom d'une réalité subjective qui est l'une des formes pures, dit Kant, de l'appréhension des phénomènes par le biais de l'expérience. On objectera ici qu'il semble bien que nous nous mouvions dans un espace pleinement étendu et objectif. Pourtant, la possibilité de se représenter cet espace comme objectif ne suppose-t-elle pas elle-même, en allant d'un point à un autre ou en mesurant des distances, l'existence d'un espace que l'on ne mesure pas, mais dans lequel s'opère toute mesure et se définissent toutes les distances. On le voit ici, l'analyse de Kant débouche sur deux thèses capitales. Au sens strict de l'erkennen, du connaître, on ne peut connaître ni le temps et l'espace, ni le temps, ni l'espace. Le temps et l'espace, les cadres transcendantaux, comprenez ici purement indépendants, purement a priori, totalement indépendants
de la perception sensible, ce sont les cadres transcendantaux qui fondent la possibilité de l'expérience et qui fondent la possibilité de la connaissance. Puisqu'on ne peut percevoir des relations de spatialité que dans l'espace et le temps, on ne peut ainsi connaître que les phénomènes, pas le temps ni l'espace dans lesquels ils se produisent. Or, ces derniers, les phénomènes, se produisent dans l'espace qui, de fait, ne peut être considéré lui-même comme un phénomène. Il n'y a donc pas, je l'ai dit, de concept d'espace. Pour conclure sur ce point, nous dirons premièrement que la science est un fait qui manifeste l'effectivité de la faculté de connaître, nous l'avons dit tout à l'heure. Deuxièmement, que la connaissance comme fait présuppose, entre autres facultés, celle de percevoir au moyen de la sensibilité des relations de causalité entre des phénomènes extérieurs les uns aux autres. Troisièmement, que si la sensibilité nous permet d'ordonner le cours des phénomènes dans le temps et dans l'espace, c'est forcément parce que l'espace est présent à notre esprit, mais sans que celui-ci le perçoive au moyen des sens, puisqu'il est précisément ce dans quoi toute perception s'opère. Enfin, que l'espace, loin d'être ce dans quoi nous existons, est plutôt ce qui existe en nous, même si cette expression est très problématique. Alors, je n'avais pas prévu de vous parler de ce dont je vais vous parler rapidement et immédiatement, mais Bernard m'en a donné l'idée en évoquant la figure de Descartes et en parlant de ce cogito qui n'en est pas un. Et puis, comme je pense qu'il faut battre le fer de votre attention tant qu'il est chaud, je pense qu'il convient ici donc d'ouvrir une toute petite parenthèse. Que représente pour le philosophe, en termes de gain, la théorie de l'esthétique transcendantale? On pourrait répondre très longuement à cette question et je vais essayer de le faire d'une façon qui n'engage que moi, mais à laquelle, si vous voulez, je tiens en tant que professeur. Je crois que lorsque Kant développe la théorie de l'idéalité du temps et de l'espace, c'est-à-dire lorsqu'il explique que le temps et l'espace ne sont pas des concepts objectifs, que ce ne sont pas des réalités empiriques, je crois que Kant traite une question aussi ancienne que la philosophie. Et qu'il se casse les os de la tête sur un problème qui est le problème, peut-être de tous les problèmes de la philosophie, si on veut bien admettre qu'il n'est pas honteux de penser la philosophie à travers la catégorie de la métaphysique. Alors qu'est-ce que c'est que ce problème ? Ce problème, on en a une formulation magistrale chez Platon, on en a une formulation magistrale chez Descartes, on en a une autre formulation magistrale chez Spinoza, c'est les trois auteurs dont je parlerai rapidement. C'est le problème de savoir comment l'homme, en tant qu'il possède un faisceau, un bouquet de facultés spirituelles, peut embrasser, à travers des représentations conceptuelles, le monde. Comment l'esprit peut embrasser le monde qui n'a peut-être pas attendu l'apparition de l'homme ni celle de l'esprit, en tout cas c'est une des hypothèses qu'on peut faire à ce sujet, pour advenir. Bref, la question, c'est de savoir comment cette substance, si elle en est une qu'est l'esprit, peut se relier par le mode de la connaissance, mais on a là un problème qui n'est pas très différent du problème que soulèvera Descartes quand il pensera l'homme à travers la question de l'union de l'âme et du corps. Comment est-ce que, encore une fois, il est possible pour l'esprit de s'aventurer hors de lui-même pour partir à la découverte d'un monde qui n'a rien apparemment de spirituel? On connaît la réponse que Platon apporte à cette question. La réponse que Platon apporte à cette question, elle a un nom, c'est la théorie du monde intelligible.
c'est-à-dire l'idée selon laquelle les réalités sensibles sont des réalités qui sont des occurrences, des expressions de réalités archétypales que sont les essences. Pourquoi peut-on produire la connaissance de choses qui sont sensibles, mais parce qu'on a la possibilité de rapporter ces choses sensibles à leurs épures intelligibles. C'est l'idée chez Platon d'un détour eidétique qui fonde la possibilité du connaître. Chez Descartes, on trouve, je vous disais, une autre formulation magistrale de ce même problème. En effet, Descartes définit la matière comme ce dont l'essence est géométrique. À quoi peut bien servir de penser la matière comme ce dont l'essence est géométrique, sinon à, régler un problème qui est une véritable aporie, ou qui sera pour d'autres un mystère, qui est le problème de savoir, encore une fois, comment l'esprit peut produire une connaissance des phénomènes physiques de ce qui est matériel. Eh bien, tout simplement, pour Descartes, cette fois, parce que l'essence de la matière, c'est quelque chose qui ne relève pas de la matière. Et ça permet donc de penser, avec Descartes, une homologie entre la nature de l'esprit connaissant et l'objet du connaître, de la même façon que le principe ou la possibilité de la connaissance est chez Platon, fondé sur un principe qui est celui aussi d'une homologia, d'une homologie de nature entre l'agent de la connaissance et l'objet de la connaissance. D'ailleurs, le problème est tellement important qu'un philosophe qui s'appelle Spinoza trouvera une solution, enfin en tout cas ouvrira une porte, une hypothèse. Et cette hypothèse, vous la connaissez, c'est l'hypothèse selon laquelle il n'existe pas deux substances distinctes, mais il existe une seule substance qui s'exprime à travers deux attributs distincts. C'est ce qu'on appelle, chez Descartes, chez Spinoza, la théorie du parallélisme. Or, la théorie du parallélisme, selon laquelle les deux attributs de la matière et de l'esprit se ramènent à une seule substance, elle permet précisément de dépasser cette aporie à laquelle Descartes se confronte dans les principes de la philosophie. Revenons à Kant. La théorie de l'idéalité du temps et de l'espace, c'est une théorie qui peut être appréhendée, en tout cas c'est mon point de vue, comme une théorie qui permet à Kant de faire entrer à l'intérieur même de l'esprit ce qui lui était extérieur pour résoudre ce fameux problème qui est le problème de savoir à quelles conditions la connaissance est possible, c'est-à-dire à quelles conditions des phénomènes qu'on ne peut pas postuler en eux-mêmes originellement de l'ordre de l'esprit peuvent être néanmoins l'objet d'une intelligence opérée par l'esprit. Alors, je referme cette parenthèse et je reprends mon propos. Si l'esthétique transcendantale met chez Kant en évidence le caractère rationnel des fondements de la connaissance scientifique, l'esthétique transcendantale clarifie conjointement, évidemment, le champ de la science. En effet, comme l'écrit Kant, toute connaissance débute avec l'expérience. Entendez donc ici toute connaissance scientifique. De fait, cette analyse permet de distinguer connaître et penser. Si l'on peut connaître un phénomène physique, on ne peut pas connaître la mort, alors qu'on peut y penser et même imaginer ce qu'elle peut être. De sorte que la réflexion de Kant se développe à travers la représentation d'une ligne de séparation de deux espaces. Le premier de ces deux espaces est celui qui définit le champ de la connaissance scientifique. On peut dire que la ligne qui sépare ce champ de celui des choses qu'on ne peut pas connaître, même si on peut les penser, est la ligne qui sépare les choses, comme on l'a vu, dont on peut faire l'expérience et celles dont on ne peut pas faire l'expérience. La représentation spatiale de la frontière, la représentation spatiale de la ligne a ainsi une fonction cognitive, puisqu'elle permet de circonscrire une réalité
est de lever une confusion en nous donnant ici un outil conceptuel. Si l'on veut en effet définir sûrement les limites de la connaissance, il va falloir opérer cette analyse, procéder à une discrimination. Cela veut dire parvenir à tracer précisément une ligne, à séparer deux champs, à distinguer ce que le sens commun ou la métaphysique dogmatique tend à confondre. Or, ce dessin, par quoi s'opère la division d'un champ, que l'erreur se représente, ou l'illusion encore, se représente de façon indistincte, symbolise ce qu'on peut appeler la fonction critique de la pensée, laquelle consiste à séparer, à limiter. Cette acception de la critique définit pleinement le criticisme qui, entre scepticisme et dogmatisme, entend clairement fixer les limites de la connaissance et donc, pour cela, séparer par une ligne le champ des phénomènes de celui de ce que Kant appelle les noumènes, c'est-à-dire les choses en soi, qu'il faut bien pourtant supposer existantes, mais qui ne peuvent être connues, puisque non sensibles, elles n'apparaissent pas. Mais si philosopher est lever la confusion, distinguer ce que le sens commun confond, ou que le dogmatisme ici refuse de voir, l'exercice philosophique qui consiste en traçant des lignes de séparation à produire des différences pourrait être considéré comme l'activité d'une pensée que la réflexion sur l'espace peut elle-même éclairer. Car si le champ de l'expérience est le champ même du réel, par exemple pour un philosophe matérialiste, le champ de l'expérience, c'est le champ du réel, eh bien, ce philosophe matérialiste parlera donc de bornes, au-delà des rien n'est pensable. Or, le philosophe critique, c'est-à-dire le philosophe kantien, qui limite le champ de la connaissance à l'expérience, n'exclut absolument pas qu'il puisse exister quoi que ce soit au-delà du champ de l'expérience. Le philosophe critique parle, lui, de limites, quand le philosophe dogmatique parle de bornes. Et quand le philosophe critique parle de limites, lui par là une nouvelle distinction, une nouvelle ligne, une nouvelle distinction entre des lignes au-delà desquelles il n'y a rien, des bornes, et qui sont à proprement parler donc indépassables, et des lignes qui dessinent en creux un espace au seuil duquel elles nous placent et qui sont précisément en fait, des limites et non plus des bornes. Cette fonction discriminante de la pensée définit l'exercice philosophique et qu'on peut ainsi étudier en réfléchissant sur l'espace, se retrouve chez Kant dans des domaines autres que celui que nous venons d'évoquer. S'il n'est pas question d'envisager de façon exhaustive les différentes occurrences de ce mécanisme par lequel on produit des concepts en traçant des lignes dans l'espace, nous en évoquerons deux. La première touche à la morale, la seconde à la politique. En matière de morale, chacun sait qu'une représentation vulgaire voudrait qu'on s'acquitte de son devoir lorsque on obéit aux règles, aux prescriptions morales. Il suffirait d'obéir pour faire son devoir et faire preuve de vertu. Cette représentation du devoir, pour Kant, est aussi confuse que naïve. Car en effet, si le devoir commande d'être honnête, est-il tellement certain qu'il suffise que je le sois pour faire mon devoir et donc pour être vertueux? Supposons en effet que par crainte du qu'en dira-t-on, je m'astreigne au devoir de l'honnêteté à seule fin d'acquérir de la respectabilité. Si tel est le cas, ma conduite est telle morale
qui me fait envisager le devoir, non plus comme une fin en soi, mais le moyen de réaliser un intérêt. On pourra évidemment en douter, et la réponse de Kant ici est très claire. Il faut impérativement, et ici Kant n'y va pas par quatre chemins, impérativement considérer, pour penser sérieusement le devoir, que faire son devoir par intérêt et faire son devoir de façon désintéressée sont deux choses tout à fait distinctes. Et donc, en dernière analyse, on ne peut à proprement parler faire son devoir que si l'on agit de façon intéressée. La partition opérée par Kant ici est nette. Une action intéressée émue par le penchant égoïste, elle ne peut donc être une action morale. Kant ici opère une séparation, une distinction très claire dans le champ de l'action, ou plutôt dans l'espace qui est celui des actions qui sont réputées morales, entre celles qui le sont vraiment, celles qui ne le sont pas. Le même procédé s'observe tout aussi sûrement dans l'étude kantienne du progrès des Lumières. Les écueils dans lesquels verse le sens commun sont connus. Les partisans de ce que l'on pourrait appeler l'anarchisme individualiste pensent le plus souvent que toute liberté est bonne, tandis que les partisans du despotisme autoritariste affirment que toute liberté constitue une menace pour la paix et l'ordre civil. Or, la réflexion de Kant va mettre en évidence que ces deux erreurs procèdent de deux confusions. La première erreur, celle qui consiste à envisager la liberté comme un bien absolu, eh bien, elle revient à considérer que toute liberté est favorable au progrès des Lumières. Cette vision des choses manque de rigueur, car s'il est vrai que la liberté de conscience est une condition nécessaire du progrès des Lumières, la liberté d'agir à sa guise, en tant que telle, est plutôt une condition d'impossibilité d'un tel progrès. La raison en est simple, seule une société en paix peut progresser dans les Lumières. Or, la paix implique l'ordre, qui implique que chacun s'acquitte de ses devoirs civils. De sorte que s'il faut ouvrir le droit de penser par soi-même, il faut fermer le droit d'agir à sa guise dans l'effectuation de son devoir civil. La seconde erreur consiste, selon Kant, à penser que toute liberté, on l'a vu, est préjudiciable à la paix civile. En effet, s'il est clair que la liberté d'agir à sa guise menace l'ordre dans la société, la liberté d'opinion ne la menace aucunement, ce qui prouve le caractère fallacieux de l'argument des défenseurs du despotisme autoritariste. On le voit, là encore, l'analyse kantienne procède par séparation. La question de la liberté est plus précisément celle de savoir si toute liberté est bonne, impliquant de distinguer deux types de liberté. La ligne tracée par Kant entre l'usage public et l'usage privé de la raison permet ainsi de traiter avec discernement la question même de savoir ce qu'est une politique de répression. Cette analyse est d'autant plus intéressante que par-delà la question des conditions du progrès des Lumières, elle permet de lever un malentendu fâcheux qui consiste à penser que toute limitation de la liberté est forcément répressive. Or, Kant rejette cette vision naïve en montrant que la préservation de la liberté implique au contraire d'en limiter certaines. Cette position revient en définitive, et c'est là ce qui nous ramène à la question de l'espace, à opérer une démarcation de démarcation, puisqu'elle consiste à distinguer d'un côté les limitations de la liberté qui entravent la liberté, et d'un autre côté, celles au contraire qui fondent la possibilité de la liberté. C'est en effet parce que ce qui empêche les hommes d'être libres n'est pas qu'on leur interdise de céder à la fantaisie, mais bien plutôt qu'on les décourage d'apprendre à penser par eux-mêmes et a fortiori qu'on le leur interdise. Par où l'on voit sans difficulté la ligne de séparation entre le champ de l'action, les actions intéressées, les actions désintéressées, et la ligne de séparation entre le champ
si vous voulez, enfin, dans le champ de l'action, entre les actions intéressées et désintéressées, dans le champ de la pensée aussi, l'usage privé, l'usage public de la pensée, a une fonction heuristique, c'est-à-dire qu'elle nous aide à bien comprendre à quelles conditions le progrès des Lumières chez Kant est possible. Au terme de mon propos, je dirais que l'espace semble, chez Kant, engagé à plusieurs niveaux que nous nous sommes efforcés de distinguer. L'espace est d'abord ce dans quoi se produisent les phénomènes naturels que la science a pour fonction d'expliquer. L'espace de Kant, on l'a vu, est ici surprenant puisqu'il doit être originairement ce qui existe de façon subjective et idéale, non empirique, pour qu'on puisse se le représenter comme quelque chose d'objectif. Mais l'espace est aussi, non pas tant une série de champs explorés tour à tour par Kant, que l'objet d'une réflexion qui, en s'appuyant sur les notions de frontières ou encore de limites, de séparation, permet de considérer que l'action qui consiste à partager par des lignes différentes régions de l'espace peut constituer l'expression symbolique d'une activité qui n'est autre que l'activité qui consiste à produire des concepts. Par où l'on pourrait finalement concevoir la dimension critique de la philosophie, entendue comme activité qui consiste à fabriquer des concepts, je viens de le dire, mais en tant que telle, précisément, comme ce que métaphorise l'exercice d'une pensée occupée à découper l'espace, à découper des espaces et à produire des différences que précisément le sens commun, les préjugés, ce qui fait obstacle à la pensée critique, refusent ou ne peuvent tout simplement reconnaître. Je vous remercie de votre attention.